Il m'a été étonnamment difficile de concevoir, lorsque je me promenais sur les plages paisibles et pittoresques de la côte ouest de la France du Nord pour la recherche de ce livre et des documentaires associés, quels étaient le cadre des remarquables et inoubliables débarquements de Normandie. Les magnifiques sables sont connus sous le nom de Côte de Nacre, qui se traduit poétiquement par Côte de la mer de Perles, et les plages sont imprégnées de souvenirs émouvants de ce jour historique et propice, lorsque des milliers de troupes alliées ont débarqué le 6 juin 1944. Les événements qui s'y sont déroulés sont célébrés comme le jour J, et sans aucun doute, cette invasion héroïquement audacieuse et finalement libératrice a marqué le début de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis septembre 1939, lorsque la guerre a éclaté, pour les Alliés, la victoire et la perspective de la paix étaient un rêve lointain et souvent incertain quelque part dans le futur, alors qu'Adolf Hitler et son axe du mal prenèrent le pouvoir à travers l'Europe. Mais en 1942, les brumes du doute avaient lentement commencé à se lever et la vision d'un monde libre de la tyrannie commençait à émerger, et bien qu'avant le jour J, la guerre aurait encore pu basculer en faveur de Hitler, alors que les préparatifs étaient en cours, la fortune semblait sourire aux Alliés depuis un certain temps. D'abord en Afrique du Nord, puis à travers la Méditerranée en Italie. Avant Alamein, nous n'avons jamais eu de victoire. Après Alamein, nous n'avons jamais eu de défaite. Le Premier ministre Winston Churchill a prononcé ces mots après que la 8e armée britannique a triomphé contre Erwin Rommel lors de la deuxième bataille d'El Alamein. Les Alliés commençaient enfin à progresser, et bien que des mois et des années de conflits restent à venir, la marée tournait en leur faveur. Maintenant, bien que les événements d'Afrique du Nord aient été couverts en détail dans les chapitres précédents, il vaut la peine de prendre un moment pour un bref retour en arrière, car les acteurs clés des débarquements du jour J commençaient déjà à émerger. Cela nous donne l'occasion de découvrir un peu plus sur les origines des remarquables héros de l'opération Overlord qui ont joué des rôles clés dans les débarquements de Normandie. La première bataille d'El Alamein avait été loin d'être concluante. Les forces alliées ont combattu les Allemands du 1er au 27 juillet 1942 avec pour résultat une impasse au prix de quelques 13 000 victimes alliées. Même si cela était loin d'être idéal, les Britanniques ont réussi à faire 7000 prisonniers et à endommager la campagne nord-africaine d'Hitler. Les plans de Rommel pour avancer vers Alexandrie puis le Caire ont été bloqués et cette impasse a également empêché l'Allemagne de prendre le contrôle du canal de Suez et de nombreux champs pétrolifères du Moyen-Orient, ce qui aurait eu de graves conséquences pour les Alliés. Le lieutenant-général Bernard Montgomery a pris le commandement de la 8e armée britannique en août 1942. Et c'est son perspicacité et son initiative qui se sont avérées être la chute des nazis lors de la deuxième bataille d'El Alamein. Utilisant son expérience de combat lors de la Première Guerre mondiale, Montgomery a pu anticiper et presque prédire ce qui allait se passer et a géré sa campagne en conséquence. Heureusement pour Montgomery, le soutien aérien qu'il a reçu était exceptionnel par rapport à la Luftwaffe allemande et à la Regia Aeronautica italienne qui, au lieu de soutenir leurs troupes au sol, se sont retrouvés engagés dans des combats aériens.
Dans l'ensemble, les pertes alliées étaient inférieures à la moitié de celles subies par les Allemands, qui représentaient 30% des hommes de Rommel, et il n'avait d'autre choix que de battre en retraite, déplaçant le reste de son armée en Tunisie, où une meilleure action défensive pouvait être entreprise. Winston Churchill a décrit de manière célèbre la bataille de 14 jours à El Alamein qui s'est déroulée du 23 octobre au 5 novembre 1942 comme n'étant pas la fin, pas même le début de la fin, mais peut-être la fin du début, et c'était certainement le point où les Alliés ont commencé sur la route de la victoire, avec les personnages hauts en couleur de Rommel, Churchill, Mill et Montgomery, tous gagnant une expérience précieuse. Avec la bataille pour l'Afrique du Nord terminée, les Alliés pouvaient se projeter en Europe à travers la Méditerranée et l'île de Sicile était la prochaine cible. L'invasion alliée, nom de code Opération Husky, était un mélange de guerre amphibie et aéroportée avec pour objectif d'éliminer à la fois l'armée de l'air et la marine sicilienne, donnant aux Alliés l'accès à toute la Méditerranée. Le renseignement allemand n'avait aucune connaissance des plans d'invasion grâce à un leurre de documents plantés sur le cadavre d'un officier britannique, affirmant que les Alliés n'avaient aucun intérêt pour la Sicile. Les documents prétendaient que la prochaine cible d'invasion devait être la Grèce, de sorte que la plupart des défenses allemandes ont été déplacées. Les parachutistes ont été les premiers à envahir, juste après minuit, le 9 juillet 1943, mais en raison de vents très forts. Beaucoup ont atterri à des kilomètres de leur objectif et dans le désordre, mais la confusion s'est avérée très positive. Lorsque les débarquements sur les plages ont commencé, les Alliés ont rencontré très peu d'opposition, mais le 13 juillet, la résistance s'est intensifiée et les pertes et les victimes ont commencé à augmenter. Le remarquable général américain George Patton, qui était le commandant de la 7e armée américaine et tout aussi franc que Montgomery, a capturé la capitale Palerme, ce qui a prouvé aux Italiens et aux Allemands que la Sicile était tombée et ils se sont promptement retirés. Les forces d'Hitler ont réussi à évacuer toute la garnison de Messine et parce que les Alliés étaient à ce moment supérieurs dans les airs et en mer, l'évacuation rapide de l'Allemagne a été quelque peu décevante car ils n'avaient pas su tirer le meilleur parti de la situation. Maintenant, l'individu chargé de contrôler Montgomery et Patton était le général Dwight D. Eisenhower et sa tâche était loin d'être facile. Alors que la progression à travers l'Italie était lente, les tensions entre Montgomery, Patton et un autre Américain, le général Omar Bradley, ont augmenté et il a fallu toute l'habileté diplomatique d'Eisenhower pour empêcher une guerre d'éclater entre ces généraux avant que la lutte contre Hitler et la poussée finale pour la victoire ne puissent commencer. L'invasion de la Sicile a annoncé la campagne italienne, mais il y avait eu un certain désaccord entre les Américains et les Britanniques sur les stratégies pour mettre fin à la guerre, le président Roosevelt et les États-Unis étant déterminés à libérer la France en premier lieu. Cependant, Winston Churchill croyait que l'Italie devait être traitée et sortie de la guerre le plus rapidement possible. Alors que les Alliés se battaient lentement en Italie en 1943, les plans pour une invasion à grande échelle de l'Europe occupée par les nazis prenèrent de l'ampleur. Les Russes, qui tenaient bon contre Hitler à l'Est, ont assisté à la conférence de Téhéran avec les Britanniques et les Américains, réunissant pour la première fois Joseph Staline, Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt depuis que les Soviétiques étaient devenus partie de l'opération alliée.
Le moment était venu de mettre en place la stratégie finale pour vaincre Adolf Hitler, en commençant par l'invasion de la France. Nom de code Opération Overlord, et Dwight D. Eisenhower a été une fois de plus l'homme choisi pour prendre le commandement en tant que commandant suprême. Il aurait besoin de s'appuyer sur l'expérience de personnes comme Montgomery et Patton si la mission devait réussir, en rassemblant les différentes personnalités, et alors que les plages de Normandie étaient de choisies pour les débarquements du jour J, il y avait beaucoup à faire en peu de temps. Au début de 1944, les relations anglo-américaines sont devenues tendues lorsque Montgomery a insisté pour que le succès en Normandie nécessite d'augmenter le nombre de divisions alliées de 3 à 5. Cela limiterait certainement les plans américains pour l'opération en ville de jouer un rôle majeur dans l'invasion. Eisenhower souhaitait créer une diversion avec une armée de la Méditerranée débarquant sur la Côte d'Azur dans le sud de la France. Mais Churchill et les Britanniques étaient fermement contre cela et estimaient que si les ressources étaient concentrées en Italie, Rome tomberait plutôt aux mains des Alliés. Churchill a même écrit au président Roosevelt pour demander que de nombreux chars de débarquement, mieux connus sous le nom de LST, soient transférés de l'opération en ville à l'opération Overlord. Ce différend a continué pendant un certain temps jusqu'à ce que des événements en avril 1944 mettent le fin à la question entre les mains des Alliés, alors que notre histoire du jour J commence sérieusement. La préparation serait essentielle si l'invasion de la Normandie devait réussir, et la zone de plage de débarquement de 50 miles de long devrait être divisée en sections si une tête de pont avec des ports adéquats devait être établie rapidement, permettant aux Alliés un accès rapide au cœur de la France occupée. Il a été décidé que les divisions de l'armée américaine débarqueraient le plus près de Cherbourg sur les plages nommées Utah et Omaha, tandis que les Britanniques et les Canadiens débarqueraient sur les plages Gold, Juno et Sword le long de la côte menant à Caen. Les répétitions pour l'invasion étaient d'eau vitale et les Américains, qui devaient débarquer sur Utah Beach, ont participé à une mission d'entraînement nommée Exercice Tiger. Une étendue similaire de la côte du Devon a été choisie à Slapton Sands, où 30 000 troupes ont été mises à l'épreuve, mais un désastre a ensuite frappé. Les bateaux allemands de Cherbourg ont attaqué et torpillé 5 chars de débarquement, portant un coup dur à la fois à l'opération Overlord et à l'opération en ville. Au début de la guerre, Churchill avait demandé que de grands navires talo-construits, qui pourraient jeter sur une plage un grand nombre de chars les plus lourds par tous les temps, et les LST ont certainement fait exactement cela. Mais les pertes à Slapton ont signifié le report de l'opération en ville pour donner autant de soutien que possible au jour J. Et avec 700 hommes perdus, la répétition désastreuse était aussi une tragédie humaine. Même ainsi, à mesure que le jour J approchait, des exercices comme Tiger étaient toujours nécessaires, malgré les dangers. En raison de la taille même de l'opération, il y avait une grande disparité dans l'expérience et le niveau de formation entre les différents soldats, marins et aviateurs appelés pour le jour J. À part ceux qui avaient combattu dans les campagnes d'Afrique du Nord et d'Italie, de nombreuses divisions américaines étaient envoyées directement des États-Unis,
et ne pourrait participer qu'à quelques semaines d'entraînement intensif sur le sol britannique. Sans aucun doute, l'armée de l'air, la marine et les régiments d'assaut devraient s'entraîner efficacement et coopérativement pour qu'il y ait un résultat réussi au jour J. Si les troupes devaient être aussi préparées que possible, il fallait trouver un terrain qui ressemblait aux 5 plages de débarquement de Normandie et avec Slapton Sands, la péninsule de Gower, la péninsule de Tarbat, Culbin Sands et Burgett Bay ont également été sélectionnés. Parce que ces sites étaient utilisés à des fins d'entraînement militaire, tous les villages, fermes et communautés rurales devaient être évacués, et rapidement. Des centaines de personnes de chaque lieu ont dû quitter leur maison alors que de plus en plus de troupes alliées du monde entier se rassemblaient en Grande-Bretagne, prêtes à envahir la France. Avant longtemps, la côte sud est devenue une immense zone d'entraînement et d'embarquement, avec chaque éventualité prévue pour avril et mai. En plus des hommes, d'énormes quantités d'armes et de véhicules militaires étaient nécessaires. Mais le plus important de tous, chaque mouvement qui était fait devait être gardé secret. Hitler et ses généraux savaient très bien qu'une attaque était imminente. Mais l'une des choses les plus étonnantes à propos du jour J était la façon dont le contre-espionnage allié a réussi à garder les détails de l'invasion si secrets. C'était crucial pour le succès de l'opération Overlord et autant de planification minutieuse est entrée dans cette partie des procédures que dans l'orchestration des débarquements réels. Un système étendu appelé BIGO a été introduit pour vérifier qui détenait des informations complètes sur l'opération Overlord et le nombre d'officiers BIGO a été maintenu à un minimum absolu pour empêcher toute fuite d'informations. Naturellement, au fil du temps et à mesure que l'opération se rapprochait, les différentes forces devaient être informées des types de zones où elles se rendraient, mais la peur que ces informations se propagent était si grande que quiconque connaissait les lieux prévus était placé sous une surveillance stricte et dans certains cas derrière le genre de clôture de fil barbelé que l'on pourrait s'attendre à trouver dans un camp de concentration. Au quartier général suprême de la force expéditionnaire alliée, également connu sous le nom de chef, les événements désastreux à Slapton Sands leur avaient donné une cause inattendue d'inquiétude car 10 officiers BIGO figuraient parmi les 700 hommes qui avaient perdu la vie le long de la côte du Devon. Une mission épuisante à grande échelle a été ordonnée pour trouver tous les 10 officiers, car il y avait toutes les chances qu'ils aient depuis transporter des documents BIGO ou pire encore, avoir été capturés et interrogés par les Allemands. Finalement, les 10 corps ont été retrouvés et le chef a pu continuer avec l'opération Overlord en sachant que leur secret n'avait pas été compromis. Mais ce n'était de loin pas la seule frayeur à laquelle ils ont dû faire face. Un major général américain prenait un verre dans un hôtel de Londres et sans réfléchir, se plaignait de ne pas pouvoir obtenir de fournitures avant le 15 juin, après l'invasion. Inutile de dire qu'il a été renvoyé très rapidement aux États-Unis. Et ce n'était pas seulement les bavardages imprudents dont le chef devait se préoccuper dans la période précédant le jour J. Une rafale de vent a soufflé 12 exemplaires de documents BIGO hors d'un bureau de Whitehall et les agents de sécurité ont dû risquer le tout pour esquiver la circulation afin que chacun soit récupéré. Puis, comme si le temps n'avait pas suffi à faire face, une coïncidence inquiétante semblait se produire dans les 33 jours précédant le jour J. Des mots liés à l'opération étaient des réponses à des indices de mots croisés dans le journal Daily Telegraph.
Les noms des plages de débarquement Utah et Omaha sont apparus, tout comme Neptune, qui était le nom de code de toutes les opérations navales impliquées, ainsi que Mulberry, les ports artificiels qui étaient prévus pour les plages de Normandie, mais le plus inquiétant de tous était l'indice Big Wig, dont la réponse était Overlord. Immédiatement, l'enseignant à la retraite qui avait posé les indices a été interrogé, car on le soupçonnait d'être un espion nazi qui informait les Allemands. Cependant, il a convaincu le MI5 de son innocence, et cela est resté dans l'histoire comme l'une des coïncidences les plus bizarres de la Seconde Guerre mondiale. Le chef avait raison d'être si prudent, l'issue de la guerre et des milliers de vies dépendaient du secret, et lorsqu'un employé de chemin de fer à Exeter a trouvé un ensemble complet de plans Overlord dans une mallette abandonnée dans un compartiment de train, cela a prouvé sans aucun doute que garantir que l'information ne tombe pas entre de mauvaises mains était une tâche majeure. Cependant, garder les plans d'invasion secrets n'était qu'une partie du processus. Beaucoup d'efforts ont été déployés pour donner aux Allemands des informations incorrectes, et cela a très bien fonctionné. Pour commencer, la route la plus logique pour une invasion alliée aurait été entre Douvres et Calais, et le chef a fait tout son possible pour s'assurer que c'est ce à quoi les Allemands s'attendaient. Pour chaque vol de reconnaissance au-dessus de la Normandie, 2 étaient effectués au-dessus du pas de Calais, ainsi que des faux bateaux de débarquement flottant dans l'estuaire de la Tamise et les ports de la Manche pour ajouter à la tromperie. Ces diversions sont devenues si complexes que le projet de désinformation a même été officiellement reconnu sous le nom d'Opération Fortitude. Il s'est avéré totalement crédible et Rommel, que Hitler avait chargé de défendre la France contre toute invasion alliée, était certainement convaincu, gardant ses troupes concentrées autour de Calais, laissant la Normandie ouverte à l'attaque. Alors que le jour J approchait rapidement, il était également essentiel d'informer la résistance française que la force d'invasion était en route. Ils avaient travaillé sans relâche depuis la chute de leur nation en 1940 pour entraver l'armée d'occupation allemande de toutes les manières possibles. Hello, forces. Once again, this is Joan Griffiths saying... Par conséquent, 2 messages codés ont été diffusés par la BBC le 1er, puis le 5 juin, les longs sanglots des violons de l'automne, suivis de « Bleste mon cœur » d'une langueur monotone. Loin d'être secret, le chef du renseignement allemand avait été averti de la signification de ces mots bizarres, mais lorsque Rommel a été informé, il a trouvé absurde que les Alliés annoncent leur plan d'opération à la radio et a rejeté cela comme faisant partie de la stratégie de désinformation élaborée. Beaucoup de réflexion a été consacrée à la planification de la date parfaite pour l'opération Overlord et en tant que commandant en chef de la force expéditionnaire alliée, Eisenhower avait tout pris en compte, de la météo et des marées aux phases de la Lune. Une pleine lune serait essentielle pour la lumière, ainsi qu'une marée de printemps, et initialement, le 5 juin a été retenu. Néanmoins, lorsque le temps est devenu anormalement orageux, les Alliés ont été confrontés à une décision incroyablement difficile. Eisenhower savait que s'il reportait plus d'1 jour, l'opération devrait attendre une quinzaine de jours pour que les conditions soient à nouveau favorables. Il y avait déjà eu tant de situations critiques et qui pourrait dire s'il serait possible de garder leur plan secret pour les Allemands pendant 2 semaines supplémentaires. De plus, il y avait maintenant le problème des milliers d'hommes déjà à bord de leurs navires, prêts pour leur mission. Et non seulement, il serait difficile pour eux de débarquer sans être remarqués, mais ils devraient également être logés jusqu'à ce que l'invasion puisse se dérouler comme prévu.
Cependant, Eisenhower avait la possibilité de le reporter au lendemain lorsque les prévisions météorologiques, bien que toujours épouvantables, étaient légèrement plus prometteuses. C'était une décision très risquée, mais pour tous ceux qui étaient impliqués, c'était une chance à prendre, même si la traversée en mer serait loin d'être agréable pour les troupes. Pour aider à lutter contre le mal de mer, les soldats avaient été conseillés de mâcher du chewing-gum, mais avec le temps épouvantable qui est arrivé à l'aube du 6 juin, cela n'a été d'aucune aide. Le seul point positif était que le temps était si mauvais que les Allemands avaient exclu toute possibilité d'invasion. Rommel avait été si confiant qu'il avait quitté la France et était rentré en Allemagne pour fêter l'anniversaire de sa femme. L'opération Overlord a commencé en 2 phases, la première étant une attaque aérienne, tandis que la seconde était le débarquement amphibie de l'infanterie alliée. La deuxième phase dépendait énormément du succès de la première, car le bombardement aérien et l'afflux de troupes constitueraient une force de soutien, prête à assurer une percée rapide depuis la tête de pont. Les atterrissages d'assaut aérien des troupes britanniques et américaines ont eu lieu peu après minuit, dans les premières heures du jour J. C'était non seulement pour sécuriser l'arrière des têtes de pont, mais aussi pour neutraliser autant d'opposition que possible le long du littoral. Il était stratégiquement vital de capturer 2 ponts au nord de la ville de Caen, à l'extrémité britannique et canadienne des plages de débarquement, car ils offraient aux Allemands la possibilité d'attaquer depuis l'intérieur des terres. De plus, les ponts devaient être sécurisés intacts, car ils étaient là nécessaires s'il devait y avoir une percée en douceur depuis la tête de pont. Le plus célèbre des passages était à l'origine appelé le pont de Bénouville qui enjambait le canal de Caen, mais est aujourd'hui connu sous le nom de pont Pegasus, car c'est là que la 6e division aéroportée britannique dirigée par le major John Howard a connu le premier succès du jour J, après avoir fait atterrir leur planeur en bois Orsa parfaitement sur cible. Le changement de nom est intervenu parce que Pégase, le fier cheval volant, était l'insigne de la 6e division aéroportée, qui était responsable de la libération de la première des villes françaises à Bénouville, peu de temps après avoir remporté la bataille pour le pont Pegasus. L'attaque aéroportée alliée s'est poursuivie alors que des avions de l'armée de l'air américaine décollaient du sud de l'Angleterre pour sécuriser le périmètre nord-ouest et empêcher toute contre-attaque allemande vers l'extrémité de Cherbourg des plages de débarquement. Dans le cadre des défenses allemandes, Rommel avait inondé autant de zones que possible qui auraient pu convenir pour des atterrissages en parachute et avait également dispersé des centaines de mines qui étaient nos célèbres sous le nom d'asperges de Rommel. Très souvent, ceux qui avaient la chance d'éviter les redoutables asperges se noyaient souvent sous le poids de leurs lourds sacs de kit dans les marécages épais que Rommel avait créés. Pendant des mois, les planificateurs du jour J ont dû lutter pour trouver les meilleures plages de débarquement en Normandie et l'invasion devait commencer à l'extrémité la plus occidentale du littoral, Utah, s'étendant sur environ 3 miles et située entre Poopville et la Madeleine. Alors que les navires de troupes alliées commençaient à se rassembler, le temps qui avait rendu le voyage si inconfortable pour les troupes s'est avéré extrêmement fortuit, car les U-boats allemands, envoyés de Cherbourg, ont dû rebrousser chemin vers le port. Cela a donné aux 30 000 soldats américains et aux 3 500 véhicules qui étaient en position à 2 heures du matin et prêts à combattre à la première lumière du jour, un chemin presque dégagé vers la zone.
Les forces aéroportées, malgré le fait que beaucoup d'entre elles aient atterri hors de leur trajectoire, ont également joué leur rôle et l'un des films les plus connus sur les débarquements en Normandie, Le jour le plus long des années 1960, met en scène ces premiers événements et une histoire en particulier. À une courte distance de la plage d'Utah se trouve la charmante ville de Sainte-Mère-Église. Aux premières heures du jour J, 13 000 parachutistes ont sauté des cieux, dont le soldat John Steele qui est entré dans l'histoire à la suite de son atterrissage le plus malheureux. Le parachute de Steele s'est emmêlé avec le fin clocher de l'imposante église, le laissant pendre impuissant. Pendant 2 heures, il a réussi à s'accrocher mollement, faisant semblant d'être mort, mais les Allemands ont finalement repéré un mouvement et il a été fait prisonnier. Un parachutiste factice pend toujours du clocher à ce jour, en souvenir de l'incroyable bravoure de tant de militaires alliés qui ont tout donné pour libérer la France. Mais certaines des troupes impliquées dans la lutte pour prendre le contrôle de la plage d'Utah ont eu beaucoup plus de chance que le soldat Steele. Un autre contributeur au livre d'histoire du jour J était le brigadier général Theodore Roosevelt, le fils aîné de l'ancien président des États-Unis. Malgré ses 57 ans en tant que commandant de division, il a demandé à être autorisé à mener ses hommes à terre en personne. Et bien qu'on lui ait déconseillé une telle action, il a obtenu l'autorisation et a débarqué sur la plage avec ses troupes. Cependant, en raison du fort courant et de la grande quantité de fumée causée par l'assaut initial, l'infanterie de Roosevelt a débarqué à 1 mile de sa trajectoire pour ne faire face qu'à une poignée de soldats allemands qui ne pouvaient de guère se défendre contre cette avancée alliée inattendue. Roosevelt est célèbre pour avoir dit, lorsqu'on lui a signalé l'erreur, « Nous commencerons la guerre d'ici », ce qu'il a promptement fait, menant l'avance à l'intérieur des terres. Ironiquement, la partie de la plage où les troupes étaient censées avoir débarqué était fortement défendue et beaucoup plus de vies auraient été perdues si les choses s'étaient passées comme prévu. Roosevelt a certainement su tirer pleinement parti de la situation et son esprit stratégique et sa réflexion rapide lui ont valu la médaille d'honneur. Le débarquement réussi à Utah était mieux qu'Eisenhower n'aurait pu l'espérer, d'autant plus qu'il n'y a eu que 197 victimes alliées et que seulement 4 des 32 chars envoyés à terre ont été perdus. Ces chiffres sont à mettre au crédit de l'habileté et du courage de tous ceux qui ont participé au débarquement, avec l'avantage supplémentaire que la chance a très certainement joué son rôle. Néanmoins, les forces aéroportées ont payé un prix beaucoup plus élevé, le véritable coût de la prise de contrôle de la plage d'Utah étant supporté par les nombreux parachutistes qui ont été tués ou capturés. Ils dégagèrent les sorties pendant 5 heures avant les débarquements à Utah et provoquaient suffisamment de confusion pour empêcher une contre-attaque allemande. Malheureusement, à la fin de l'offensive, la 101e division aéroportée avait perdu 40% de sa force de combat, ce qui, ajouté aux hommes également perdus dans la tragédie de Slapton Sands, signifie que les Américains ont beaucoup plus souffert à Utah que ne le suggèrent les chiffres des pertes. Aujourd'hui, l'invasion à Utah est commémorée pour le départ très positif qu'elle a donné au jour J, annonçant la libération de la France. Il y a de nombreux monuments fiers le long de cette plage si significative et le populaire musée du débarquement de Utah Beach est un merveilleux endroit à visiter, surtout pour ceux qui veulent en savoir plus sur les incroyables événements de ce matin de juin 1944 en personne. Mais le triomphe, relativement simple à Utah, n'aurait pas pu être plus différent que la désastreuse et très sanglante bataille qui a eu lieu sur la plage voisine d'Omaha.
L'objectif était que les troupes américaines sécurisent une étendue de 5 miles de littoral qui finirait par se relier au débarquement des forces britanniques à Gold Beach. Mais tout comme tout s'est passé en faveur de ceux qui débarquaient à Utah, l'exact opposé s'est produit pour ceux qui étaient destinés à Omaha. Pour commencer, des difficultés de navigation dues au temps ont joué contre la force d'invasion, les mettant directement dans la ligne de tir de la très expérimentée 352e division allemande qui se trouvait justement en exercice d'entraînement dans le district. À ce stade avancé de la guerre, avec tant de troupes d'Hitler engagées sur le front de l'Est à combattre les Russes, beaucoup des troupes défendant la côte française auraient autrement été des conscrits écoliers. En plus du malheur d'une position fortement défendue, une erreur de débarquement a eu des conséquences désastreuses supplémentaires lorsque 29 chars ont été libérés de leurs bateaux de débarquement trop tôt, provoquant le naufrage de 27 de ces véhicules de soutien essentiels et de leurs équipages, laissant les hommes qui se précipitaient à terre encore plus vulnérables aux tirs ennemis. Il est difficile de comprendre ce que cela a dû être, surtout si vous regardez la plage tranquille aujourd'hui. Mais ce compte rendu vivant d'un témoin oculaire ne nous laisse aucun doute sur l'horreur de la scène qui a dû rapidement se développer. Dans les 10 minutes suivant l'abaissement des rampes, la compagnie A était devenue inerte, sans leader et presque incapable d'agir. Chaque officier et sergent avait été tué ou blessé. C'était devenu une lutte pour la survie et le sauvetage. Les hommes dans l'eau poussaient les blessés devant eux et ceux qui avaient atteint le sable rampèrent de nouveau dans l'eau pour tirer les autres à terre et les sauver de la noyade, dans de nombreux cas seulement pour voir les hommes sauvés, blessés à nouveau ou pour être touchés eux-mêmes. Dans les 20 minutes suivant l'arrivée sur la plage, la compagnie A avait cessé d'être une compagnie d'assaut et était devenue un petit groupe de secours désespéré, déterminé à survivre et à sauver des vies. Même ainsi, l'esprit de combat de ces courageux Américains a brillé, et alors que les compagnies qui s'étaient séparées se regroupaient, tandis que les rangs inférieurs avançaient pour remplacer leurs commandants qui étaient de tomber, des avancées ont été faites lentement mais sûrement. C'était un véritable effort d'équipe avec les ingénieurs qui dégageaient des chemins à travers la plage et jusqu'à la colline escarpée, travaillant sous un feu intense qui déclenchait souvent les explosifs qu'ils tentèrent de désamorcer et le taux de perte était élevé. Les pertes américaines étaient énormes, mais les Allemands ont également subi environ 1200 pertes, ce qui représentait environ 20% de la 352e division. Pour les Français, alors qu'ils se réjouissaient de la perspective de la libération, ils devaient également faire face au dilemme de savoir comment traiter les morts. Qu'ils soient amis ou ennemis. Ayant été opprimés par les Allemands depuis 1940, il a fallu un certain temps pour qu'il y ait un esprit de paix et de réconciliation, mais si vous visitez les cimetières le long de la côte de Normandie aujourd'hui, vous verrez comment une solution digne a finalement été trouvée à ce problème. À la Cambe, le cimetière allemand, plus de 21 000 soldats reposent sous terre, la majorité d'entre eux étant tombés entre le jour J et le 20 août 1944.
chaque petite place commémore jusqu'à 4 hommes, certains d'entre eux n'étant pas plus âgés que des garçons, et le volume impressionnant de sombres croix de pierre noire témoigne de la tragique perte de vie subie de tous côtés pendant la Seconde Guerre mondiale. Le cimetière est aujourd'hui géré par la Commission allemande des sépultures de guerre et a été achevé en 1961, mais depuis cette époque, tous les restes allemands trouvés lors du conflit sont amenés ici à la Cambe pour reposer en paix. Il est intéressant de noter que dans ce paysage rural, c'est encore un phénomène assez courant où tant de personnes ont perdu la vie lors de l'invasion de la Normandie. Alors que les victimes de l'armée allemande agressive sont enterrées sans pompe ni circonstance, le contraste au cimetière et mémorial national américain, situé à juste titre en haut des falaises, au-dessus de la plage d'Omaha, où tant de troupes américaines ont été tuées, ne pourrait pas être plus marqué. Le cimetière brillant contient les restes de 9286 soldats sur plus de 70 acres de terrain. Il y a 30 paires de frères enterrés ensemble ici, y compris le brigadier général Theodore Roosevelt, célèbre pour la plage d'Utah, qui est mort d'une crise cardiaque un peu plus de 2 mois après l'invasion, le 12 juillet, aux côtés de son frère Quentin qui avait été tué en France pendant la Première Guerre mondiale. La statue de bronze de 22 pieds au cœur du cimetière est intitulée « L'esprit de la jeunesse américaine surgissant des vagues » et, avec les rangées soignées de pierres tombales blanches brillantes, est aussi évocatrice que la sombreur teutonique de la Cambe. En plus d'être chargés de prendre les plages d'Utah et d'Omaha, les Américains ont également reçu la tâche d'attaquer la pointe du Hoc, une tête de pont stratégique sous contrôle allemand. On pensait qu'une grande batterie de canons était située au sommet et qu'elle pourrait représenter une menace significative pour les forces de débarquement lorsqu'elles arriveraient à terre. Le plan était que le 2e bataillon de Rangers atterrisse au pied de la falaise de 100 pieds et grimpe au sommet où il détruirait alors la batterie de canons qui avait les plages d'Omaha et d'Utah à portée de tir. Sous le commandement du colonel James E. Ruder, les courageux Rangers ont lutté avec acharnement sous une attaque féroce pour atteindre le sommet, tandis que les Allemands, depuis leur point de vue élevé, avaient un avantage distinct. Sur les 225 hommes qui ont entrepris cette opération périlleuse, 135 ont été tués, blessés ou portés disparus, ce qui représente un taux de perte de 60%. Puis, pour ajouter l'insulte à l'injure, les Rangers survivants qui ont atteint le sommet ont découvert que les grands canons anticipés étaient introuvables. Les canons ont finalement été trouvés à une certaine distance dans un verger de pommiers non gardés et ont été immédiatement détruits. Avançant toujours et entrant dans le secteur britannique et canadien, la prochaine plage de débarquement le long d'Omaha était surnommée Gold. Les objectifs pour les troupes ici, ainsi que pour celles qui débarquaient sur la plage de Juneau, étaient de libérer la ville de Bayeux, de sécuriser la route Caen-Bayeux et d'occuper le port d'Arromanches. Le bombardement des navires de guerre en mer a commencé à 5h45 et les débarquements ont eu lieu 5 minutes plus tôt que prévu à 7h25. Comme cela s'était produit à Omaha, il y a eu des difficultés à faire débarquer les chars alloués à cause des conditions météorologiques, et ils ont dû être lancés tôt à cause de la mer agitée, ce qui a entraîné le naufrage d'une douzaine d'entre eux avant qu'ils n'atteignent le rivage. Même si les troupes ont rencontré une forte résistance dans les premières heures, elles ont réussi à percer les lignes allemandes en ne subissant que des pertes d'environ 400 hommes comparativement aux milliers de vies perdues à Omaha.
Après avoir sécurisé Gold, les troupes britanniques ont réussi à rejoindre les Canadiens qui avaient de débarquer sur la plage voisine de Juno, plus loin sur la côte, mais n'ont pas pu atteindre leur objectif principal de sécuriser la route Caen-Bayeux. Aujourd'hui, Gold Beach est un lieu de vacances idyllique. Et, alors que les gens profitent de des hôtels, des cafés et des restaurants du bord de mer, les pensées du jour J sont peut-être loin de leur esprit. Cependant, face à la mer, de nombreux souvenirs de ces événements propices subsistent. Arromanches est une charmante ville, mais le 6 juin 1944, elle avait une importance vitale en tant que port. Et d'ici, on a une superbe vue sur les vestiges des ports Mulberry que les Alliés ont construits peu après le débarquement. Lors de la planification de l'opération Overlord, les Alliés se sont rapidement rendus compte que les secteurs américains et britanniques auraient besoin de ports pour acheminer leurs fournitures une fois les plages sécurisées. Port-en-Bessin se situe entre les deux secteurs, mais il n'est tout simplement pas assez grand pour accueillir à grande vitesse tous les équipements nécessaires. C'est ainsi qu'est née l'idée de construire des ports flottants, composés d'éléments qui pourraient être remorqués à travers la Manche à la suite de la force d'invasion. Les deux ports ont été construits à l'extrémité de la plage d'Omaha et à Arromanches, portant respectivement les noms de code Mulberry A et Mulberry B, et ils étaient étonnamment grands, étant de taille similaire à celle du port de Douvres. Chacune de ces constructions temporaires a nécessité 600 000 tonnes de béton ainsi qu'environ 16 km de routes flottantes pour faire face à la fluidité du trafic. Malheureusement, l'American Mulberry A été réduit en miettes par des conditions météorologiques plus inhabituelles lors d'une puissante tempête le 19 juin, ce qui s'est avéré être un revers majeur. Heureusement, le mûrier B, à Arromanches, est resté intact malgré les conditions terribles, et ce sont les vestiges de cette étonnante construction que l'on peut encore voir le long du rivage aujourd'hui. Mulberry B s'est avéré incroyablement efficace et a été utilisé pour débarquer plus de 2,5 millions d'hommes, 500 000 véhicules et 4 millions de tonnes de fournitures essentielles. Portant le titre de Port Winston, il était aussi inébranlable et fiable que le Premier ministre britannique dont il portait le nom. De retour sur les plages d'invasion, notre prochaine escale est ce Juno, et c'est là que certaines des images les plus incroyables du 6 juin 1944 ont été tournées. Il est intéressant de noter qu'une cinquantaine d'équipes de tournage ont enregistré tous les débarquements du jour J, ce qui est un chiffre ahurissant, d'autant plus qu'elles étaient confrontées exactement au même danger que les troupes qu'elles filmaient. À Juno, les soldats de la 3e division canadienne avaient été sélectionnés pour avancer dans l'une des étendues les plus fortement défendues de la côte normande. Le bombardement antérieur de cette zone n'a pas été d'une grande aide pour les troupes, car l'aviation n'a pas réussi à causer de dégâts importants et l'attaque navale avancée, qui a duré 1h30, n'a détruit qu'un petit pourcentage des bunkers allemands. Néanmoins, environ 1 heure après le débarquement, les Canadiens avaient franchi la ligne maritime allemande, mais avaient subi de lourdes pertes. Cependant, le soir, ils avaient encore poussé plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres et sécurisé la ville de Saint-Aubin-sur-Mer.
Le dernier assaut allié eut lieu sur Sword Beach, à la suite de Juno. Sword était la plage la plus à l'est de toutes et à seulement quelques kilomètres de Caen, et la sécurisation de cette ville clé était un objectif primordial de la collaboration de la 3e division d'infanterie britannique et de la 27e brigade blindée qui y débarquèrent. Contrairement à Omaha et Gold Beach, bien que fortement minée, la résistance sur la plage était minime. Mais la zone de débarquement relativement petite et concentrée combinée à la marée montante rapide signifiait que l'opération devenait très dangereuse lorsque les milliers d'hommes et d'équipements débarquaient. Au fur et à mesure que les troupes avançaient vers l'intérieur des terres, la résistance se renforçait et il ne fallut pas longtemps avant que la 21e Panzerdivision allemande soit envoyée à Sword depuis Caen, et il fallut aux Alliés jusqu'au soir pour les neutraliser. Cependant, cette escalade du conflit ne permet pas d'atteindre Caen comme prévu et les 2 groupes d'infanterie alliés sont bloqués à la périphérie de la ville. Ce n'était peut-être pas le débarquement le plus simple, mais l'esprit indomptable des Alliés en progression était indubitable, chacun d'entre eux ayant joué son rôle dans la libération de la France. L'une des histoires les plus incroyables racontées sur les événements de Sword Beach est celle de Piper Bill Millin du 1er service spécial de Lord Lovat. Alors qu'il sortait de la péniche de débarquement jusqu'à la taille, dans l'eau, il commença à jouer sa propre interprétation de Highland Laddie. Alors que la plage était jonchée de corps de victimes, parmi toute la fumée et la confusion, Piper Millin continuait de jouer. En fait, on raconte qu'il a joué de la cornemuse depuis Sword Beach jusqu'à Pegasus Bridge, où les hommes de Lord Lovat ont rejoint les troupes britanniques qui avaient été les premières à débarquer en France le jour J. Il y a eu de nombreuses histoires d'héroïsme incroyables alors que les jours de juin 1944 ont vu l'opération Overland avancer plus loin, vers le cœur même de la France, alors qu'elle était en train d'être libérée de la tyrannie d'Hitler. Contre toute attente, à la fin du jour J, 130 000 soldats alliés avaient occupé la partie côtière entre Cherbourg et Caen avant même que les généraux hitlériens ne se rendent compte de ce qui se passait. Les pertes avaient été importantes pour les Alliés. Rien que sur la plage d'Omaha, 3000 courageux Américains avaient perdu la vie. Mais la fin de la guerre était désormais très clairement en vue. Hitler était loin d'en avoir fini, mais les chances de victoire allemande disparaissaient rapidement à la fin de juin 1944. Le moral des Alliés était à son plus haut niveau et, à mesure que le succès du jour J s'appuyait sur le succès du jour J, le rêve de restaurer la paix dans un monde libre était un peu plus proche de devenir réalité.